Donc, ouais, Jérémy l'a rapidement présenté. Moi, je vais vous parler d'un projet que j'ai mené cette année, qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'en fait, j'ai aidé une association caritative donc, à implémenter une data stack. Et donc voilà, pendant ce talk, je vais revenir sur ce projet. Je vais d'abord rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Marie, j'occupe le poste de data analyst à OneFootball. Donc, c'est une entreprise tech qui est basée à Berlin. Et je pense qu'on peut considérer OneFootball comme un early adopter de dbt, parce qu'on a implémenté dbt il y a 3 ans déjà, donc juste après mon arrivée. Donc voilà, ça fait 3 ans maintenant que je bosse avec dbt, je connais bien l'outil. Et donc au cours de, j'ai évidemment utilisé dbt pour mon projet, et je vais revenir dessus plus tard. Voilà, le sujet du talk, c'est voilà, comment j'ai implémenté une moderne data stack pour un organisme caritatif, et ceci sans débourser 1 euro. Du coup, le talk va être structuré en trois parties. Dans une première partie, je vais revenir sur le projet, donc je vais décrire en gros les problèmes de data rencontrés, les solutions que j'ai apportées, compte tenu notamment des limites de l'association, notamment des limites budgétaires. Ensuite, en deuxième partie, je vais faire un focus sur l'utilisation de dbt, donc comment j'ai utilisé dbt pour la couche de transformation des données. Et à la fin, je vais conclure avec le résultat final du projet et aussi les étapes à venir. Alors on va attaquer direct avec la première partie. Donc je vais d'abord vous parler de l'association en tant que telle, qui s'appelle La Porte Bleue. Donc La Porte Bleue, c'est une association caritative qui est basée à Malakoff, qui a été fondée en 2020, juste après le Covid, et qui est composée de 10 personnes dans le bureau et 70 sympathisants. Du coup, leur mission, c'est de collecter des denrées alimentaires qui sont non périssables et les distribuer à des familles qui sont dans le besoin, qui sont situées à Malakoff et aux environs. Voilà. Donc, vous vous demandez sûrement comment j'en suis venue à set up une data stack pour une asso. En fait, il y a un élément qui a changé la donne pour cette organisation. Ça a été l'introduction d'une web app. En fait, avant, les processus, ils étaient essentiellement manuels, donc tenus sur papier, pour tout ce qui est gestion des stocks, vu que c'est une épicerie solidaire, et aussi pour l'enregistrement des familles. Donc, dès lors que l'organisation elle voulait faire une analyse, il fallait reporter les données depuis les papiers sur Excel. Donc, vous doutez bien que c'était des processus super chronophages, et que c'est un problème qu'ils auraient aimé résoudre. Du coup, en fait, il se trouve qu'il y a un membre de l'association qui est développeur de métier et qui a décidé de leur coder une application. Donc le but, c'était de digitaliser les processus et donc, pour tout ce qui est gestion des stocks et enregistrement des familles, effectuer les opérations dans l'application. Ce qui faisait que les données, au lieu de les reporter manuellement, elles étaient automatisées puisqu'elles étaient stockées dans la base de données de production de l'application. Du coup, qu'est-ce que ça représentait d'un point de vue de données ? C'est le fait qu'il n'y avait plus besoin de reporter les données manuellement sur Excel. Elles étaient dans la base de données de production. Et ces données, elles étaient accessibles. Donc, on pouvait les extraire et les analyser. Et puis, elles étaient enrichies, puisque voilà, c'était des données beaucoup plus granulaires. Dès qu'il y avait une opération, il y avait une entrée dans la base de données, quoi. Après, la technologie, elle a aussi son lot de challenge. Donc, même si les données elles étaient disponibles, elles étaient difficilement accessibles, parce qu'en fait c'est une association qui est essentiellement composée de personnes qui n'ont pas du tout un background tech, à part le développeur. Du coup, dès qu'il fallait faire une requête de données, ils devaient faire appel aux développeurs. Donc voilà, c'était devenu un peu un goulot d'étranglement, quoi. Pour autant, en fait, l'asso elle avait besoin de ces données, elle avait besoin de solutions analytiques. Notamment parce qu'en fait, pour recevoir des financements, ils ont besoin de rendre des comptes à des entités publiques, donc la banque alimentaire en l'occurrence. Et donc, ils ont besoin des données de la base de production pour envoyer ces rapports. D'un autre côté, ils auraient aimé avoir une meilleure visibilité aussi sur leur activité grâce aux données. Du coup, voilà, il y avait un vrai besoin d'analytique. Après, les contraintes, comme je l'ai dit, c'est qu'en fait, l'association elle a un budget super limité. Du coup, elle ne pouvait pas débourser d'argent pour la tech, quoi. Elle n'avait pas de budget à allouer pour ça. Et donc, de la même façon, l'application, elle avait été codée sous les mêmes contraintes,
qui était que donc il fallait pas débourser d'argent, quoi. Il y avait aussi une contrainte de temps, puisque voilà, l'accès aux données était devenu un peu un problème, vu que il y avait une grosse dépendance envers le développeur. Du coup, en fait, comme moi je connaissais les gens de l'association, je leur ai proposé de les aider pour pallier à ce problème-là. Et du coup, par rapport à tout ce que j'ai présenté, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire. En fait, ce dont ils avaient besoin, c'était des fondations d'une infrastructure de données qui puissent me permettre après de leur délivrer des produits de données, type dashboard pour les rapports ou faire des analyses. Du coup, ce qu'il leur fallait, c'était une data stack. Et ceci, par contre, sous les contraintes que j'ai déjà évoquées. Du coup, mon approche a été d'abord de développer un MVP, c'est-à-dire de se concentrer sur une solution minimaliste qui puisse me permettre de délivrer rapidement de la valeur. Parce que pendant tout ce temps, en fait, voilà, l'accès aux données était devenu un problème. Donc il fallait, par exemple, envoyer le premier rapport à la banque alimentaire, donc développer quelque chose assez rapidement. Et donc il y a une donnée importante pour ce projet, c'était qu'il y a une source de données, et c'est la base de données de production, qui est une base de données MongoDB. Voilà, donc autre donnée, c'était que elle était relativement restreinte, puisqu'elle contenait donc 18 000 documents. Donc le document, c'est l'équivalent d'une ligne dans une base de données relationnelle. Donc voilà, c'est quand même c'est un set de données assez restreint. Du coup, il y avait deux options qui se présentaient à moi pour le MVP. C'était soit on part sur une configuration super basique, donc c'est connecter un outil de BI à votre base de données de production. Le seul problème, c'est que, comme je l'ai dit, c'est une base de données MongoDB. Et comme Christophe l'a dit, SQL, c'est le langage de prédilection pour la data. Du coup, il y avait quand même certaines limites avec MongoDB, notamment le choix des outils de reporting, et puis quand même des capacités analytiques qui sont assez limitées. Du coup, il y avait une autre option qui s'est présentée à moi, c'était répliquer la base de données Mongo dans une base de données SQL. Donc c'est l'option que j'ai choisie. Donc en fait, mon système analytique pour mon MVP, il ressemblait à ça. Donc c'est un système en fait de base, c'est-à-dire une source de données qui est intégrée dans un data warehouse qui est connecté à un outil de BI. Donc maintenant, il s'agissait de choisir les outils compte tenu des contraintes. Donc d'abord, pour le data warehouse, j'ai choisi Heroku Postgres. Déjà parce que c'est gratuit. Voilà, c'est très facile à implémenter. Et la seule contrainte, c'est qu'il y a une limite de lignes imposée de 10 000 lignes. À l'époque, ça ne représentait pas un problème parce que la base de données de production, elle contenait moins de 10 000 lignes. Du coup, je suis partie là-dessus. À savoir, d'ailleurs, pour info, que ils vont supprimer leur offre gratuite en novembre et d'autres services gratuits d'ailleurs. Du coup, il va falloir migrer sur un autre service. Donc, une fois que la base de données d'Analytics elle était en place, il fallait donc répliquer les données MongoDB dans la base de données SQL. Et la question, c'est comment ? Du coup, j'avais un peu deux options. Soit je faisais appel à une solution SaaS, qui a l'avantage, dans une configuration aussi classique, MongoDB vers SQL, qu'il y a souvent des connecteurs déjà prêts à l'emploi, qui permettent de répliquer la base de données en seulement quelques clics, et en plus accessible à tout niveau d'expertise. Donc moi qui suis data analyst, j'ai pas non plus une expertise technique aussi grande. Du coup, c'était quand même une solution qui était séduisante, on va dire. À côté, il y a l'ETL manuel qui demande plus d'efforts de développement, plus d'efforts de maintenance et aussi une plus grande expertise technique. Et en fait, finalement, j'ai dû opter pour l'option 2 parce qu'il n'y a aucun des services que j'ai cités, qui étaient sur la slide d'avant, qui propose une solution gratuite. Stitch avant avait une offre gratuite, ils l'ont aussi supprimée. Du coup, j'ai préféré donc le faire manuellement avec Python. Il y a une autre des raisons, c'était que j'avais envie de le faire pour aussi apprendre. Et après, c'était le fait que c'était un cas qui était assez basique. Donc MongoDB vers SQL,
Donc il y a des librairies Python qui permettent de le faire assez simplement en fait. Donc il y a PyMongo, qui est une librairie Python, qui permet d'extraire les données d'une base de données Mongo. Voilà, et SQL Model qui permet de les charger dans une autre base de données. Donc finalement, en fait, ça n'a pas été si dur. En à peu près 200 lignes de code, c'était fait. Voilà, du coup, la dernière composante de ma data stack, pour mon MVP en tout cas, c'était la couche de business intelligence. Pour ça, j'ai choisi Preset Cloud. C'est un nouvel outil qui est assez récent. Et c'est notamment son offre gratuite qui était attractive, puisqu'il y a genre 5 utilisateurs gratuits. Donc c'est une solution SaaS qui est plug and play, voilà, un outil moderne, efficace. Voilà, donc ça c'était pour le MVP. Maintenant, dans une deuxième partie, je vais vous parler comment voilà, ce MVP il a évolué vers une moderne data stack qui est de bout en bout. Et voilà, j'ai choisi d'utiliser dbt pour la couche de transformation des données. Alors pourquoi j'ai choisi d'implémenter dbt? En fait, en manipulant les données dans Preset, je me suis rendu compte de 3 principaux problèmes. D'un côté, il y a la structure des données qui n'était pas forcément propice à l'analyse, puisque c'est des données qui sont non structurées de base. Donc les données non structurées, elles sont répliquées dans une base de données SQL, mais il y a beaucoup de champs qui sont des arrays, donc des colonnes imbriquées. Donc c'est pas forcément idéal pour tout ce qui est join avec SQL. Ensuite, il y a des données qui étaient incomplètes, mais pour autant, j'avais aucune visibilité sur l'étendue des défauts de qualité des données. Et enfin, en fait, avec le temps, au fur et à mesure des opérations qui étaient réalisées avec l'appli, en fait, la base de données, le volume de lignes dans la base de données il commence à grandir et à dépasser la limite des 10 000 autorisés. Du coup, étant donné que j'utilisais dbt au travail, j'ai rapidement pensé à dbt pour pallier à ces problèmes-là. Donc dbt, ça m'a permis, en 1, de structurer mes données, en 2, d'améliorer la qualité de mes données, et enfin, de matérialiser mes données selon mes besoins. Donc je vais revenir point par point. D'abord, pour la structure des données, ça m'a permis d'organiser, de standardiser mes données, et d'y appliquer une logique métier. Et là où c'est vraiment utile aussi, c'est de pouvoir identifier des transformations qui sont répétées, donc du code qui est dupliqué, et de pouvoir les isoler dans des modèles intermédiaires, fondamentaux. Donc par exemple, à chaque fois que je faisais une requête à mes tables, je devais aplatir mes données qui étaient sous forme d'array. Et ben en fait, avec dbt, j'ai pu créer des modèles intermédiaires qui m'ont permis d'aplatir les données et de faire appel à ce modèle à chaque fois que je devais faire cette transformation. Donc c'est en fait éviter de dupliquer du code, tout simplement. Donc là, dans cet exemple, on a une ligne famille avec un array pour tous les membres des familles, et le modèle de données dbt, il me permet simplement d'aplatir les données, et l'output de ce modèle, c'est ce que vous avez à l'écran à droite, c'est des données qui sont donc une ligne par membre des familles. Et donc ça, maintenant, c'est propice à une jointure SQL. Ensuite, pour la qualité des données, en fait, avec les tests dbt, j'ai pu avoir une meilleure visibilité sur les défauts de qualité. Donc j'ai mis en place des tests pour chaque colonne de mes modèles, et donc j'ai pu identifier des tables qui contenaient des données manquantes. Ensuite, une fois que vous avez identifié quelle table a des données manquantes, vous pouvez transmettre les informations à l'organisation et leur dire, voilà, en fait, là par exemple, on a 71 dates de naissance manquantes, et c'est telle et telle personne, est-ce que vous pouvez récupérer les données? Et comme ça, on peut mettre à jour la base de données. C'était important parce que c'est des données qui sont à transmettre, notamment à la banque alimentaire. Et enfin, le troisième atout de dbt, et c'était pas des moindres, c'était le fait de pouvoir matérialiser les données comme on le veut, étant donné qu'il y avait cette limite de 10 000 lignes sur Heroku. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'était que quasiment tous mes modèles étaient matérialisés comme des views, donc c'est-à-dire qu'elles ne sont pas physiquement stockées dans la base de données. Du coup, je pouvais créer autant de modèles que je veux et ça n'accroissait pas la limite, enfin le nombre de lignes dans ma base de données. Et en fait, il y avait un deuxième cas qui était assez pratique, c'était les modèles de données incrémentaux qui permettent de stocker des données qui sont agrégées, donc moins volumineuses.
Donc là, j'ai un exemple, c'était la table opération. Donc dès qu'il y avait une opération qui était réalisée dans l'appli, il y avait une ligne qui était créée dans la base de données. Sauf que vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup d'opérations qui sont réalisées, et donc en fait, en quelques mois, la table opération, elle faisait plus de 30 000 lignes. Donc on était bien au-dessus de la limite des 10 000. Donc ce que j'ai fait avec un modèle incrémental, c'est d'agréger les données par date et produit. Donc on a une table qui est beaucoup moins volumineuse. Et tout ce qu'il me fallait faire, c'était en fait réduire la table des données brutes à je garde que les 7 derniers jours. Et donc à chaque fois, on va rajouter les nouvelles données dans la table incrémentale, mais ces données elles sont beaucoup moins volumineuses. Donc voilà, ça a été un vrai atout avec dbt. Et du coup, j'ai utilisé aussi dbt Cloud, comme Christophe l'a présenté, pour la mise en prod de dbt. Autre énorme atout de dbt Cloud, c'est que si vous êtes un développeur tout seul, c'est gratuit. Du coup, dans mon cas, c'était idéal. Donc ça m'a permis de déployer dbt sur le cloud, donc de programmer la mise à jour de mes modèles. Voilà, on peut aussi configurer les alertes. Donc dès qu'il y avait un job qui échouait, on était alerté, et donc voilà, je pouvais agir dessus, accéder aux logs, etc. Bon, j'utilisais pas trop l'IDE, je faisais plutôt via le terminal, mais en tout cas, c'est disponible. Donc voilà, dbt Cloud, ça ressemble à ça. Christophe l'a déjà montré. Et donc, voilà, la dernière partie, c'est le résultat final. Du coup, voilà le diagramme qui représente l'état final de ma data stack, donc après le MVP, une fois avoir ajouté la couche de transformation de données, donc avec dbt. Et il y a une chose que je n'ai pas mentionnée parce que je n'avais pas forcément trop le temps, c'est l'orchestration du script Python avec Prefect. Voilà. Et donc, pour conclure, c'est qu'est-ce que je vais faire à l'avenir. Déjà, Heroku va supprimer son offre gratuite, donc je vais devoir migrer de Data Warehouse. Et donc là, j'ai déjà identifié Google comme qui a une offre gratuite qui est aussi hyper intéressante et beaucoup plus large d'ailleurs que Heroku. Donc ça veut dire que je vais pouvoir stocker plus de données et je serai moins contrainte que Heroku. Et puis aussi le fait que maintenant Prefect il n'est pas 100% hébergé. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'avoir mon serveur qui tourne sur mon terminal pour que le script, que Prefect exécute ma tâche. Donc je vais passer sur une solution qui sera sans serveur. Comme ça, c'est une pipeline qui est 100% automatisée. Donc pour ça, j'ai pensé à AWS Lambda pour exécuter le script. Et voilà, c'est tout. Oui. Alors du coup, pour héberger le script, ouais. Il y aura des coûts associés à ça sur AWS Lambda. Non, justement, AWS Lambda, normalement, c'est gratuit. Ouais. C'est la seule offre de AWS qui est gratuite à vie. Donc normalement, en utilisant AWS Lambda, ça ne devrait pas engendrer de frais. Comment ça marche, ce genre de service AWS Lambda, j'ai pas encore exploré parce que c'est quelque chose que j'ai prévu mais pas encore fait. Je connais pas très bien, mais apparemment c'est assez simple à mettre en place. Et donc c'est juste programmer l'exécution d'un script sur AWS quoi. Oui, exactement. Oui. En termes de volume de données, vous pensez qu'il y a environ combien de données qui transfèrent tous les mois entre Mongo et Postgres? Tous les mois, je sais pas, mais donc au moment où j'ai écrit mon article, il y avait 18 000 documents. Donc je dirais, et ça faisait à peu près 1 ou 2 mois que l'appli était là. Donc je dirais à peu près 10 000 par mois. Oui, à chaque fois en fait, je supprimais les tables et je reloadais les. Après, on pourrait améliorer la procédure et faire en sorte de faire des uploads incrémentales, et c'est un peu plus technique déjà.
Donc pour mon script, j'ai juste à chaque fois effacé et recréé la table. Sauf pour la table opération, où j'ajoute juste les données les 7 derniers jours parce qu'elle est juste trop volumineuse. Au niveau des lambda, c'est vrai que ça marche bien, mais les frais de transfert réseau, on dépasse un certain volume de par mois, on paye rapidement très vite, et comme je balance pas là dans le cloud, ça peut Ok, ah je savais pas. Ok. Et il y a les mêmes... Ah ouais, c'est large. Ok. Oui. Airflow, on l'utilise à votre football, c'est quand même déjà quelque chose qui est beaucoup plus lourd à implémenter. Je pense que pour une configuration aussi simpliste, c'est peut-être pas nécessaire de passer par Airflow, qui est quelque chose quand même qu'on utilise pour des cas de figure un peu plus, avec plus de données, plus de volume de données, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais en l'occurrence, je pense que c'est un peu un overkill, quoi. Oui, ça fait le vêtement. En fait, juste une question. La table opération, du coup, elle est stockée dans PostgreSQL ou pas? La table opération, elle est dans PostgreSQL, mais c'est juste qu'en fait, mon script, il va seulement choper les 7 derniers jours de données. Donc en fait, je conserve que les 7 derniers jours, mais par contre, mon modèle incrémental, lui, conserve toutes les données historiques. C'est l'avantage des modèles incrémentaux, c'est-à-dire qu'en fait, on va loader des lignes dans une table qui sont conservées, mais à un niveau de granularité plus élevé, donc c'est moins détaillé, quoi. Ok, très clair. Du coup, la table opération, elle fait en ce moment peut-être 3000 lignes, quoi. Là où la table, si on avait toutes les données historiques, la table brute opération, elle ferait 30 000 ou un truc comme ça, quoi. Oui. Comment tu faisais la liaison entre l'orchestration de la préfecte et l'orchestration avec les transformations des DBT à la fin de ton orchestration du bloc d'extraction et de tout, comment tu déclenchais en fait les Ah oui. En fait, du coup, DBT, il était mis en prod avec DBT Cloud, donc c'était pas via Prefect. Et ce que je faisais, c'est juste que je programmais mon script via Prefect à une heure précise, donc on va dire 13 heures le samedi, parce que c'est juste après la permanence de l'association. Et une heure après, je programme mon DBT full run, donc c'est juste exécute tous tes modèles, quoi. Et donc, normalement, il y a assez de temps pour qu'il n'y ait pas de problème de dépendance entre les deux tâches. Ouais. Ouais, tout comme ils sont encore vachement dépendants du développeur de l'appli, qui doit aussi maintenir l'appli. Tant qu'ils veulent continuer à utiliser l'appli et la stack, on va devoir être là pour maintenir les deux, quoi. Mais ouais, après, on fait partie de l'asso, donc c'est aussi notre contribution à l'asso, quoi. Oui. Bonsoir. Pourquoi tu as utilisé Preset en multi-BI et Ouais. par exemple un Google Data Studio qui est quand même largement utilisé, qui est aussi gratuit? Oui, alors Data Studio, on l'utilise je l'utilise à OneFall un peu, et je suis pas hyper fan de l'interface perso. Du coup, on m'avait parlé de Preset, je me suis dit que je pouvais explorer le truc, et j'ai trouvé ça bien fait. Du coup, comme il y a, je préférais l'interface, quoi. Préférence perso. Oui. En vrai, ça m'a pris du temps parce que j'ai travaillé dessus en fait de janvier à mars sur mon temps perso, quoi. Ce qui a pris le plus de temps, ça a été en fait mon plan n'était pas forcément clair dès le début, quoi. Enfin, au début, j'avais aussi exploré une autre option qui était Trino, donc j'ai vachement passé de temps là-dessus. Après, je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure solution. Donc en fait, naviguer entre explorer les trucs, ça m'a pris du temps. Et enfin, une fois que j'avais trouvé ma solution, là, ça a plus déroulé. Par exemple, DBT, ça m'a pas pris longtemps à mettre en place, vu que c'est un truc que je connaissais. Mais j'ai quand même pas mal travaillé dessus, quoi.
Oui. Sur DBT, c'était du full SQL ou tu as un peu intégré la partie un peu de Python sur DBT? En fait, le Python, ça a été release récemment. En fait, à l'époque où je l'ai fait, je crois que c'était pas dispo. Donc c'est full SQL. Oui. Je connais pas Preset, mais quelle part de logique potentiellement SQL il reste dans la partie DataVis? Est-ce que tout est géré dans DBT et c'est que des select étoiles? Comment tu gères le SQL et en DataVis et en DBT? En fait, ce que je fais, c'est que j'ai des vis modèles dans DBT que après je vais exposer dans Preset, donc avec juste un select star du mon vis modèle. Donc là, j'ai mon dataset. Et après, normalement, il y a que des agrégations super limitées à faire avec Preset. Des sums, des ratios. En fait, le but, c'est vraiment d'avoir le strict minimum dans Preset pour que tout soit version control avec DBT dans GitHub. Parce que, voilà, c'est au moins, on a un œil sur ce qui se passe sur DBT, alors que dans Preset, parfois, si les données changent, on ne voit pas forcément s'il y a des erreurs avec certaines questions, certains dashboards, etc. Le but, c'est d'avoir le maximum dans DBT. Avec Preset, on peut aussi créer des datasets avec SQL. Ouais, en fait, c'est comme ça que j'avais commencé avant de mettre en place DBT, c'est donc faire toutes les transformations dans Preset. Et comme je l'ai dit, en fait, je me suis rendu compte que je faisais tout le temps le même code. Pour chaque dashboard, je devais faire les mêmes transformations. Donc je me suis dit, autant les isoler dans un modèle de données et après utiliser ces modèles, juste le vis modèle dans Preset, quoi. Juste, j'enchaîne sur est-ce que tu as pensé à la vectorisation pour scaler en fait derrière si on veut faire plus de volumétrie qui passe? Non, pas encore. Après, Docker, je maîtrise pas trop. De base, je suis data analyst, donc je sais que au niveau data engineering, je suis pas experte. Donc, je me suis limitée à ce qui est quand même accessible à mon niveau, quoi.